Bonsoir et bienvenue dans votre journal de ce mercredi 31 janvier. Nous reviendrons sur le rassemblement départemental des agriculteurs à La Roche-sur-Yon. Venus de toute la Vendée, 1000 tracteurs ont stationné autour du Pentagone pour se rendre devant la préfecture. Résumé de cette journée dans cette édition. Nous suivrons un éleveur à Trièzes dans le sud Vendée. Il continue de faire vivre sa production pendant les manifestations et il nous expliquera les problématiques auxquelles il doit faire face. Enfin, nous prendrons la direction des Sables d'Olonne. La commune veut former ses habitants au premier secours avec l'opération Le Pouvoir Sablé et vous verrez qu'il commence dès le plus jeune âge. Ce mercredi a marqué le 9e jour de mobilisation des agriculteurs en Vendée. À partir de 11h, 1000 tracteurs se sont réunis à La Roche-sur-Yon. C'était le premier rassemblement départemental à l'appel des syndicats majoritaires, la FDSEA et les jeunes agriculteurs. 5 convois étaient partis simultanément de Chaland, des Sables d'Olonne, des Herbiers, de Montaigu et de Fontenay-le-Comte jusqu'à la préfecture. Nos journalistes Colline Davy et Mathis Pires étaient sur place. Ils étaient 1000 tracteurs stationnés sur tout le Pentagone de La Roche-sur-Yon avant de rejoindre le cœur de la manifestation en face de la préfecture. Pour certains venus des 4 coins de la Vendée, ils se sont levés très tôt ce matin. Une mobilisation justement qualifiée d'historique par le représentant des jeunes agriculteurs présents aujourd'hui. Le président de la FDSEA 85, le représentant des jeunes agriculteurs et le préfet ont pris la parole à tour de rôle et si les annonces de Gabriel Attal ne sont pas suffisantes, ils ne lâcheront rien, ont-ils indiqué, avant de rajouter qu'ils attendent des réponses claires pour toutes les agricultures et tous les territoires. Le Premier ministre, justement, doit s'exprimer demain à ce propos. Son discours sera décrypté par les syndicats majoritaires et la suite de la mobilisation dépendra des annonces. La suite, ça va être d'attendre demain les annonces du gouvernement et du Premier ministre ou du ministre de l'Agriculture, d'en faire l'analyse et puis simplement de voir si elles sont satisfaisantes. Et si elles ne le sont pas, je pense qu'il faudra qu'on durcisse, comme je vous disais, et peut-être pourquoi pas un mouvement plutôt régional. Vous allez monter à Paris ? Pour le moment, on laisse Paris entre guillemets au bassin parisien, hein. C'est eux qui sont le plus efficaces et le plus proches. C'est une idée que forcément on a en tête. On n'espère pas en arriver jusque-là, mais s'il faut, on ira. Le rendez-vous d'aujourd'hui était donc primordial pour faire entendre les revendications. Les agriculteurs vendéens attendent une réponse du Premier ministre en accord avec les problématiques régionales. Et comme on vous le disait ce midi, le préfet a rencontré la Confédération paysanne hier soir et tout à l'heure, il a reçu la FDSEA et les jeunes agriculteurs. Écoutez sa réaction. L'objectif était de laisser, vous l'avez bien compris, l'expression du monde agricole, donc exprimer ses difficultés. Donc c'est pour ça qu'on a accompagné le mouvement, on peut le dire, les consignes étaient très claires, de faire en sorte que ça se passe bien et respecter aussi l'ordre public, c'est de ne pas s'en prendre aux personnes ou aux biens. Donc jusqu'à maintenant, ça s'est très bien passé. Et comme je l'ai dit, j'invite les agriculteurs à poursuivre dans cette voie. Donc l'objectif, c'est vraiment le Premier ministre l'a dit, hein, c'est de faire en sorte d'entendre les revendications et d'y apporter une réponse le plus rapide possible. Les agriculteurs sont donc mobilisés, mais la production doit malgré tout continuer. Certains restent donc dans leurs élevages, comme Hugues Détouche. Cet éleveur de vaches maraîchines et charolaises s'est installé depuis plusieurs années à la ferme de Dimry à Trièzes. Cyril Guillet l'a rencontré cet après-midi en marge des manifestations pour découvrir son quotidien et la réalité à laquelle il fait face avec son épouse. Reportage. La ferme de Dimry est implantée au cœur du Marais Poitevin. À sa tête, il y a Sophie Détouche et son mari Hugues. Producteurs de viande bio en élevage extensif, ils font face au quotidien à de nombreuses problématiques, notamment en termes de rémunération. Quand on voit le prix du kilo de viande qui part de notre ferme et quand on voit à quel prix après c'est vendu aux consommateurs, le delta est énorme. C'est là où on peut comprendre le mouvement actuel. Et pour pouvoir tirer des revenus décents sur la vente de sa viande, il nous dit qu'il faudrait que son prix de vente soit revalorisé d'au moins un tiers. Mes bœufs bio, au bout de 5 ans, s'ils partent au prix d'une vache de réforme conventionnelle, c'est une catastrophe, parce que je l'aurais nourri pendant 5 ans. En France, selon l'INSEE, en 2021, 18% des agriculteurs vivent sous le seuil de pauvreté et 50% des exploitations agricoles touchent en moyenne 22 200 € par an et par foyer. Les plus mal lotis sont les éleveurs, notamment d'ovins, avec en moyenne 700 € par mois.
Et en ce qui concerne les éleveurs de bovins, le revenu moyen avoisine le SMIC, avec tout de même un taux de pauvreté qui atteint les 25%. Il ne faut pas niveler vers le bas, il ne faut pas faire moins d'écologie, moins d'environnement. Il faut accompagner les gens qui sont en marche, et il y en a beaucoup, vers l'agroécologie par les pouvoirs publics et des revenus corrects. Il faut vraiment accompagner tous ceux qui sont en chemin vers des pratiques les plus vertueuses. Autre sujet qui impacte directement cet éleveur, l'importation de viande étrangère. On fait venir de Nouvelle-Zélande de la viande ovine, alors qu'il y a des potentiels de développement de l'élevage ovin en France qui pourraient être extraordinaires, vertueux. Il y a des choses qui se font, mais là aussi, on parle d'accompagnement public. Il faut mettre le paquet en termes de filière. A noter que le ministère de l'Agriculture a annoncé qu'au cours de ces 30 dernières années, la rémunération des agriculteurs a baissé de 40%. Tout autre sujet, 2 nouvelles communes sont reconnues en état de catastrophe naturelle. Il s'agit de Château-Guibert et Mortagne-sur-Sèvre. Elles sont reconnues par l'arrêté interministériel du 19 janvier comme victimes du phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols. Pour la période allant du 1er avril au 30 septembre 2022, les personnes concernées ont 30 jours ouvrés à partir du 30 janvier pour se présenter à leur assureur. Présidente de la commission d'enquête qui bouscule le monde du sport, la députée Béatrice Bellamy a publié un rapport qui dénonce les défaillances dans ce milieu. Paru le 23 janvier dernier, il est le fruit de 6 mois de travail. La parlementaire et ses collègues ont établi 62 actions à mettre en place pour remédier à ce problème. Alexandre Le Naour l'a rencontré lundi à La Roche-sur-Yon. Voici un extrait de cet entretien. C'était l'un de vos objectifs dans ce rapport, vous l'écrivez dans l'avant-propos. Notre premier objectif, c'est de dresser un constat 4 ans après justement ce début de libération de la parole. Quel est donc le constat aujourd'hui ? Cette omerta, ce silence dont on parle, eh bien, il a été connu dans les années 2000 et encore plus 2020, comme je l'expliquais, mais il est encore présent, on n'en parle pas. Pourquoi ? C'est parce que bien souvent les témoignages, on les fait à l'intérieur du mouvement sportif, au sein de son association, de son club et de sa fédération. Et puis quand on peut avoir quelques pressions extérieures, eh bien, il y a l'appréhension aussi des représailles. Représailles quand on est sportif, et particulièrement sportif de haut niveau, et puis représailles aussi quand on a vu des choses et qu'on a entendu des choses, parce qu'on peut être aussi salarié. Donc je ne veux pas bien sûr généraliser, mais il faut savoir que ça existe. Et donc il faut continuer, en sachant aussi que ce rapport, ce qu'on souhaite avant tout, c'est de le faire vivre. Je souhaite organiser une soirée ici à La Roche-sur-Yon pour le présenter. On invitera bien sûr le mouvement vendéen. Puis, il ne faut pas seulement que ce rapport il serve à remplir une étagère ou une bibliothèque. Il faut absolument qu'il soit connu. Je vous assure que 6 mois de travail, c'est intense. Et vous pourrez retrouver la première partie de cet entretien en intégralité dans l'émission 85 Chrono dès demain à partir de 18h45. La ville des Sables-d'Olonne a lancé son opération Le Pouvoir Sablé en octobre dernier. L'objectif, former sa population aux gestes de premier secours, et ça commence dès la maternelle. Lundi, les élèves de l'école René Guicadou ont appris à reconnaître des produits dangereux, ainsi que certains gestes pour prendre soin des autres. Regardez ce reportage signé Diane Delangle et Alexandre Le Naour. Oh bah oui, hein, t'es forte, hein. Vas-y. Moucher Nounours lui prodiguer de petits soins, appliquer des glaçons sur une bosse jusqu'à apprendre à désobstruer ses voies respiratoires. Au Sables-d'Olonne, les formations au sauvetage démarrent dès la maternelle. Commencer le plus tôt possible, c'est le mieux, puisqu'ils vont avoir les bases tout petits et petit à petit, on augmente les gestes de secours. On leur apprend essentiellement à appeler les adultes. Et puis les plus grands, on va pouvoir insister un petit peu plus sur le 18. L'opération Pouvoir Sablé, qui vise en 1 heure à former au sauvetage cardiaque l'ensemble des concitoyens de la ville, a démarré au mois d'octobre, avec 10 jours en continu sous un chapiteau place de la Liberté. Autour maintenant des scolaires, toujours avec la participation de la protection civile, de la Croix-Rouge, de la SNSM et de la Fédération française de la cardiologie. On est parti d'environ 9000 sablés qui a été formés, 20%. On a formé 3280 sous le chapiteau, donc on était à 12 000. Là, avec les scolaires, on va arriver à 15 000. On a 45 000 habitants
habitants sur la ville des Sables-d'Olonne. On peut considérer qu'on a environ 35 000 personnes à former, entre les enfants de 0 à 3 ans qu'on ne va pas former et les personnes qui sont en situation très âgées, qui ne sont pas capables, parce qu'on ira aussi dans les résidences seniors voir les EHPAD sous un format différent. Donc on avance petit à petit pour arriver à 40-50% et pourquoi pas arriver à 100% qui est l'objectif final. L'initiative est complètement unique en France. D'autres villes, notamment Cannes, l'observeraient de près. En matière de prévention, la France a beaucoup de retard sur d'autres pays. On sait qu'il y a environ 5% de taux de survie sur un arrêt cardiaque en France, parce qu'il y a un taux de formation qui est très faible. Sur des pays du Nord où on a environ 80 à 100% des gens formés, on est plutôt à 40-45% de taux de survie. Donc est-ce qu'on a l'ambition d'aller mesurer l'évolution du taux de survie? Clairement pas. C'est pas une étude médicale, mais pour le coup, on sait que plus on forme de gens, plus on aura des résultats et plus on a des chances d'intervenir. Et on veut dédramatiser cette prise en charge. On veut que tout le monde soit réuni dans une grande communauté de super sauveteurs sablais. Muni de son super pouvoir, chaque nouveau sauveteur est invité à s'inscrire sur l'application Sauve Life. Cinéma pour terminer. Mardi dernier, l'humoriste Maxime Gasteuil était au Cinéville de La Roche-sur-Yon. Il était accompagné du réalisateur Édouard Pluvieux et du comédien Romain Lancry. Ils venaient présenter en avant-première leur film 14 jours pour aller mieux. Le long métrage raconte l'histoire d'un homme au bord du burn-out qui part faire un stage de bien-être pendant 2 semaines. Nous avons rencontré l'équipe du film et vous pouvez retrouver cette interview sur notre site internet tvvendée.fr. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Votre prochain rendez-vous avec l'actualité vendéenne, ce sera demain matin dans la matinale à partir de 7h. Je vous souhaite une très bonne soirée sur TV Vendée.